Philippe va expliquer un peu notre point de vue de sociologie politique, comme tu l'as dit, pourquoi et comment on appréhende cette question, et moi je reviendrai ensuite dans un troisième temps sur quelques résultats. Alors, je remercie aussi Kiloli, qui est l'un des auteurs du numéro dans les papiers sur la Corée du Sud, de nous avoir rejoint ici. Donc si vous avez des questions plus spécifiques, je il n'est pas venu de Corée du Sud uniquement pour ça. Comment? Il n'est pas, pas venu de Corée du Sud uniquement pour ça. Voilà, donc tu l'as dit, il y a un des moments pour nous qui était le sondage Tomorrow's Europe organisé en 2007, donc il y a 10 ans. Et même si cette question de la participation citoyenne n'est pas au cœur de nos réflexions, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur cette question, avec Philippe d'abord, tous les deux, parce que depuis 2005, on était engagé dans un travail sur l'opinion des citoyens à l'encontre de l'Europe et de l'Union européenne. Et à cette époque, on était en train de faire un travail comparatif, France, Allemagne, Italie, Pologne. Et tout de suite, on a été confronté à la question de la production d'une opinion publique européenne à travers les eurobaromètres, ce qui nous a très vite amené à réfléchir à la question des instruments de légitimation d'une institution de l'Union européenne. Et dès le départ, on était dans une posture critique, où on a été même tout de suite cantonné dans un rôle un peu méchant. En 2007, on voit cette annonce d'un sondage délibératif organisé à Bruxelles. Alors, ça nous intéressait à plusieurs titres. D'une part parce qu'on avait lu Fishkin et que ça nous semblait un dispositif extrêmement intéressant, riche, novateur par rapport à la critique habituelle des sondages. Et on pouvait complètement le suivre. Et donc on avait l'occasion de regarder ce qui se passait. Et d'un autre côté, ça nous permettait, dans le cadre de notre enquête, où on avait un dispositif d'enquête par entretien et par focus group, de faire varier un peu la focale. Et on s'est dit, on va regarder ce qui se passe quand des citoyens sont in situ dans les institutions et quand on les amène à les faire parler d'eux. Donc c'était par ce regard-là, on n'avait pas d'avis. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'aller regarder encore une fois et écouter les paroles des personnes présentes. Et une fois qu'on était sur place, on a été un peu désenchanté, on a été tout de suite confronté à des choses qu'on avait un peu de mal à comprendre. Et le principal, c'est que le dispositif qui était là pour écouter la parole des citoyens n'avait que faire de la parole des citoyens. En gros, tout était orienté pour produire des questions dans la plénière, dans le cadre du dispositif, devant des experts, que la parole citoyenne se conforme comme voudrait le Fishkin, c'est-à-dire que les opinions changent en pourcentage entre le sondage 1 et le sondage 2 qui est organisé. Et troisièmement, l'injonction par l'institution de devenir des ambassadeurs de l'Europe. Il y a toute quantité de discours produits par les organisateurs de dire vous êtes les ambassadeurs de l'Europe et donc on transforme les citoyens en ambassadeurs de l'Europe. Ce qui nous a donc amené à retravailler sur cette question, et pour nous, c'était d'abord la question de la légitimation politique de l'Union européenne et des dispositifs, des instruments mis en place de légitimation politique de l'Union européenne, à un moment où la DGCOM, à travers sa commissaire européenne Margot Wallström, met en place quantité de programmes, le fameux plan D comme délibération, démocratie, et le troisième, j'oublie toujours, peu importe, et débat. Donc on est autour de ces questions. Donc on avait un mystère, c'est comment régénérer la démocratie quand c'est la com qui s'en occupe, pour aller vite. Ce qui nous semblait être quelque chose de dissonant. Donc on a commencé à travailler sur ces questions, on voyait du coup des experts, des discours, des dispositifs, des financements, et qui étaient les questions et autant de points sur lesquels on voulait regarder. En 2010, on a continué à travailler sur ces questions. En 2010, on a organisé une série de conférences, dont une table ronde à un congrès à Québec,
qui portaient là aussi sur les légitimations des institutions de pouvoir, dans lesquelles on a vu apparaître un papier sur le conseil régional de Rhône-Alpes, vous voyez sans doute à qui je fais référence, à Guillaume. On a vu apparaître un papier, on nous a présenté un papier sur la Corée du Sud. On avait un papier à l'époque sur le Canada. Du coup, on a travaillé avec ces différents auteurs à cette question de la légitimation politique. Et ce qui nous semblait intéressant de travailler, et ce qui apparaissait au fur et à mesure de ce travail d'écriture, donc ce numéro, tu l'as dit, a c'est un long processus d'écriture qui a démarré en 2010, qui a abouti donc, dans ce numéro de 2016. On s'est rencontrés à plusieurs fois. On a du coup sollicité d'autres papiers. Le papier sur le Burundi, un papier au départ sur le Vietnam, un autre sur le Mexique. Finalement, c'est les jeux d'écriture avec des revues, certains papiers finissent par ne plus être dans le numéro, mais d'y voir que il y a encore plus de cas finalement qui ont alimenté nos réflexions qu'il n'y en a dans le numéro. Alors, quels sont les points, les perspectives qui nous ont intéressés? C'est tout d'abord étudier les savoirs un peu théoriques, pratiques, idéologiques qui sous-tendent et justifient ce qu'on appellera ici le participationnisme, mais Philippe reviendra dessus, et d'autre part faire la sociologie des différents acteurs et leurs interactions. C'est-à-dire penser les acteurs, les interactions, ce qu'ils font, les organisations, les réseaux, les programmes, les lieux et les moments de sociabilité. Alors, ce qui est frappant dans les différentes situations politiques, c'est pas de tout lisser. C'est-à-dire que contrairement à une idée qui voudrait, on a souvent l'idée d'une circulation internationale des idées, et donc on aurait une imposition d'un dispositif partout, c'est pas ce qu'on dit, on ne lisse pas et on ne gomme pas les spécificités nationales. En revanche, ce qui ressort de chacun des cas spécifiques, et chaque papier a une identité propre, et chaque cas national pourrait apparaître comme complètement déconnecté de l'autre cas. Ce qui met ensemble, ce qui fait tenir ensemble la Tunisie et la Corée du Sud, le Rhône-Alpes et le Burundi, l'Union européenne et la Suisse, c'est que c'est étonnamment toujours le même thème de la participation. Alors, entendu comme participation de la société civile active, de la société civile construite, mais aussi des lobbies, des stakeholders, et à chaque fois l'idée d'une régénération par la participation, et qui est mobilisée pour légitimer la mise en dispositif et la mise en public des nouvelles relations pouvoir-société. Et c'est cette question-là qu'on a essayé de travailler. De ce point de vue-là, c'est une autre sociologie de la mondialisation, de la circulation internationale des idéologies, de pouvoir, des processus transnational de managérialisation des démocraties qui nous ont intéressés, mais du point de vue de l'enrôlement, de la légitimation de et par la société civile des exécutifs. Ce qui nous amène tout de suite à une forme de paradoxe, qui est la question qu'on pointe dès l'introduction de ce numéro, c'est que on a l'impression d'avoir le reflux des États, d'avoir un retrait des États. Or, comment parler d'un retrait des États quand on parle de la Tunisie pénaliste? Comment parler d'un retrait des États quand on parle, au départ, dans ce numéro, du Vietnam communiste? Quand on parle du Burundi, où il n'y a plus d'État. Finalement, il n'y a plus rien à retirer quand on sort de la guerre civile. Alors, par le reflux des États, c'est bien, en effet, quand même, le rétrécissement des domaines où les États avaient une autorité, une légitimité à faire et à dire des choses. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qu'on n'a pas découvert, qu'on voit dès les années 80, la redéfinition des parties prenantes, du stakeholder, les objectifs de l'action publique, ce qu'on appelle plus généralement le New Public Management, qui est une réalité qu'on observe et qui circule effectivement d'un pays à un autre.
c'est la réagencement des velléités interventionnistes des gouvernements nationaux. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que, quelle que soit l'échelle et les enjeux, il s'agit des enjeux étatiques ou l'échelle locale, on observe partout et toujours la volonté des institutions du pouvoir politique d'opérer et ou de donner à voir une ouverture des espaces où se décide la régulation publique. Là, c'est toujours assez étonnant, c'est que, même en régime autoritaire, ce qu'on observe, c'est que les régimes tentent de donner à voir une participation de la société civile, une implication et une prise de décision qui ne soit plus précisément de type autoritaire. On rappelle aussi, et c'est ce que rappelle Amigalal, que la Tunisie, avant la Révolution, passe pour le pays qui a la société civile la plus active, où c'est le plus démocratique des régimes dans le Mali. C'est aussi sur le New Public Management, ce qu'on observe très clairement, ce que nous montre Kilo dans son papier, sur la Corée du Sud, où les dispositifs de participation servent aux gouvernements libéraux d'abord et conservateurs ensuite, à appuyer, à mobiliser la société civile autour d'un branding de la marque Corée, mais aussi d'une participation des citoyens, d'un enrôlement des citoyens à la construction de cette marque. Ce qu'on observe aussi dans le même temps, et c'est le deuxième point, c'est l'émergence d'une nouvelle idéologie dominante, au sens de Bourdieu-Boltanski. C'est ce qu'on appelle d'abord la gouvernance, mais ce que nous on a redéfini autour de la question de la participation, du participationnisme, avec en faisant l'analyse du discours qui fait cette promotion. On voit des convergences apparaître entre les élites politiques, économiques et intellectuelles, entre des experts qui tous vont vanter ce discours-là. C'est l'image de la Commission européenne, c'est ce que nous intéressons dans notre papier, qui va publier le livre blanc sur la gouvernance en 2001 et qui, à partir de ce livre blanc sur la gouvernance, va mettre en place quantité de programmes politiques et de justifications, d'articles, d'expertise autour de, et je cite les termes marquants du livre blanc sur la gouvernance, de la concertation, de la démocratie, du consensus, de la coproduction, de l'efficacité. Et à chaque fois, ce sont ces termes-là qui sont mobilisés et qui sont opérationnels, et qui sont opérationnalisés. C'est ça qui nous a intéressés, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du discours qui flotte, c'est du discours qui est traduit en politique publique. A contrario, en phase de transition post-autoritaire, c'est le cas du Burundi, ceci sert aussi à un gouvernement à distance, comme le dit Sarah Dezalé dans son texte sur le Burundi. C'est-à-dire comment ce discours-là, cette idéologie-là, sert aux bailleurs à trouver la société civile qu'il leur faut pour reconstruire un pays, y compris le reconstruire avec des gens qui ont été acteurs de la guerre. Troisième moment, du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'observer ce nouveau cadre de redéfinition des relations gouvernants et gouvernés. Ce qu'on observe, c'est l'institutionnalisation progressive du participationnisme, qui se marque et qui se démarque par l'expérimentation permanente, par la routinisation de toute une série d'expériences. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi d'observer qu'on a une institutionnalisation et on a une forme de boîte à outils dans lesquelles puiser. On va puiser une fois des expériences délibératives, consultatives, participatives, des comités de quartier, des conférences citoyennes, des budgets participatifs, des sondages délibératifs, des forums électroniques, des interactive policy making, etc., etc. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tout ce discours-là produit une œuvre langue. On le dit à un moment dans une note, mais ce qui nous frappe aussi, c'est que dans tous les textes, on a une forme de discours qui s'impose à tout le monde, de mots qu'il faut mettre. Le mot, c'est pour ça qu'on a intitulé notre texte Une démocratie de stakeholder, le mot stakeholder, le stakeholderness, et qui va aussi qui va se servir qui va servir à différents espaces, qui va donner un caractère scientifique, qui va s'ancrer dans la littérature académique, du mainstream de la science politique internationale, et qui va circuler d'un espace à un autre. Le stakeholderness va permettre, une fois, de servir à la politique du développement,
via le PNUD, et c'est le texte qu'on a pu, mais vous pouvez lire dans une autre revue, sur le Mexique et l'Argentine, qui passe par un certain nombre d'experts de notre discipline qui vont produire des textes autour du stakeholder list, qu'on va retrouver ensuite du côté des European Studies pour les études européennes, et qui vont comme ça à chaque moment circuler dans différents espaces et qui vont être repris, y compris par des entrepreneurs privés, parce que ce sont des termes qui viennent de l'entreprise privée. Parler de participation via les stakeholders, ça va très bien avec une grande entreprise, puisque c'est un terme qui vient de la grande entreprise, et qui est complètement dévoyé par ces institutions. Et c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer comment ce tournant délibératif peut être utilisé par différents acteurs qui ont différents intérêts et qui vont les mettre en œuvre. C'est pour ça que nous, dans notre texte, on a un moment sur l'Europe, on s'est intéressé à la cellule de prospective mise en place par la Commission européenne en 2000 autour du livre blanc sur la gouvernance, et qui va produire des rapports. Mais qui ne va pas seulement produire des rapports, qui va aussi produire, c'est la matérialité du discours chez Foucault, c'est-à-dire que ça va produire aussi des financements pour les recherches en sciences sociales. C'est pour ça qu'on repère très bien, via les PCRD, comment ces termes circulent. Et donc on s'est intéressé à 3 revues de rang A qui font autorité dans le champ des European Studies pour voir comment tout le vocabulaire, toute la production académique accompagne les politiques publiques mises en œuvre par ces acteurs. Alors, c'est là où il ne s'agit pas de tomber dans un prisme qu'on pourrait qualifier d'idéologiste ou une lecture faussement gramscienne d'une hégémonie idéologique du participationnisme. Ce qu'on dit, c'est pas que subitement il y a quelque chose qui s'impose dans la tête de tout le monde sur la participation, c'est pas du tout ça. C'est une idéologie dominante, elle est dominante parce qu'elle s'impose vis-à-vis d'autres manières de penser les relations de pouvoir. Il y en a d'autres, il y en a toujours d'autres, mais qu'en revanche, elle est opérationnalisée. Elle est mise en instrument, elle est mise en discours, elle est mise en programme. C'est plutôt, il faut plutôt aller rechercher du côté des travaux de Cox et du néo-gramscisme en relations internationales. Cox nous parle d'une opinion modeling activity, c'est-à-dire que cette idéologie dominante s'adapte au terrain parce qu'il y a des acteurs qui ont intérêt à la faire exister. Mais ce qui est frappant dans l'ensemble des cas qu'on a vus, c'est qu'à chaque fois, le participationnisme s'impose et est utilisé via une production académique. Il y a de la recherche qui accompagne. C'est le cas en Corée du Sud, encore une fois. Il y a des thèses, il y a des commissions du PCNB, du Presidential Council on Nation Branding, qui est accompagnée par une production de thèses dans les principales et les universités centrales de Corée du Sud. Les places de cette commission qui vont servir à expliquer ce que doit faire la présidence de Corée du Sud sont occupées majoritairement par des universitaires. Mais des universitaires avec des profils particuliers. Et c'est ça aussi ce qu'on voit, c'est des profils toujours assez proches, des profils hybrides de consultants, de chercheurs multipositionnés dans des champs académiques dédiés. En Corée du Sud, plutôt du champ économique, dans l'Union européenne, dans les European Studies, etc. etc. Ce qui a aussi, pour nous, été une difficulté, avant de passer la parole à Philippe, c'est qu'à chaque fois, on était un peu désajusté. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur ces questions, nous, ce qui nous intéresse et ce qui est au cœur de ce numéro, et tu l'as dit aussi, Loïc, dans la présentation, c'est de faire une sociologie politique, la légitimation politique. Et quand on travaille sur cette question, lorsqu'on vient sur la question de la participation, assez justement, ceux qui travaillent sur la participation nous disent « mais vous ne travaillez pas là-dessus ». Et vous écrasez tout. Je me souviens de la première conférence du GIS en 2012, vous avez présenté les premiers résultats, où on nous avait dit « mais vous écrasez tout en parlant de la légitimation ». C'est facile de dire que c'est une question de légitimation. Sans doute, mais en même temps, cette question demeure. Lorsqu'on travaille aux European Studies, on nous dit « oui, mais vous lisez pas les bons auteurs, là encore, vous écrasez tout,
qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a aussi l'institution, vous parlez de l'État, les European Studies, l'Europe c'est pas l'État, vous cherchez, vous écrasez tout. En relations internationales, on dit vous écrasez tout avec la circulation internationale des idées. En sociologie critique, on nous dit vous êtes nominaliste, la gouvernance, la participation, ce sont des instruments du pouvoir, à quoi ça sert de reprendre les catégories des acteurs? Bref, on est à chaque fois contraint de se positionner parce qu'on touche à des sous-champs spécifiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement pas de nous positionner dans un sous-champ spécifique, avec toute la légitimité des travaux de ce sous-champ, qu'on lit, qu'on utilise, etc. Mais c'est d'essayer, encore une fois, de faire une sociologie politique de la légitimation politique. Et c'est ce que va expliquer. Juste sur le temps dont on dispose. Ça va, hein, Tu dis déjà pas. Non, c'est pas la question, mais voilà, c'est pour savoir à peu près, pour calibrer mon propos. Donc je profite pour me joindre au remerciement de Nicolas pour l'invitation à discuter de ce numéro, effectivement, dont la gestation a été longue. Donc Bondio l'a dit, on n'est pas spontanément ou naturellement non versé dans l'analyse des dispositifs de concertation. Et je vais essayer de revenir un petit peu sur comment collectivement, parce que c'est un projet qui a impliqué jusqu'à une dizaine de personnes pendant plusieurs années, comment collectivement on a essayé de penser avec notre approche de sociologue cette question-là. Donc comment on s'est saisi, d'une certaine manière, de cette généralisation des dispositifs de concertation dans des exécutifs publics, en essayant de garder, j'allais dire, une espèce de fraîcheur, un peu d'extériorité par rapport à des champs, comme disait Nicolas à l'instant, qui étaient en train de se constituer ou déjà constitués sur toute une série de questions qui avaient trait à cet objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'essayer de faire la sociologie politique sur ces objets? C'est assez classiquement repasser par un certain nombre d'étapes, on va dire 4 étapes, 4 opérations de raisonnement sociologique qui permettent à la fois d'essayer de fonder une question de recherche qui soit proprement sociologique, de construire l'objet au regard justement des attendus de cette discipline, et donc, ce faisant, d'essayer, on n'y arrive pas toujours, d'essayer de rompre avec une doxa ambiante, que ce soit une doxa ordinaire, on va dire, médiatique ou savante, sur le sujet qui, d'un seul coup, collectivement, nous a accaparé toute notre attention. Donc je vais revenir un peu sur ces étapes pour expliquer comment, par rapport à cet objet, on s'y est pris. Et encore une fois, j'essaie de restituer quelque chose qui a été à la fois long et qui a fait l'objet de toute une série de rencontres. On a évoqué quelques-unes, Nicolas, mais en gros, depuis 2010, on a eu 5-6 rencontres plus formelles, des journées d'études, des workshops, des tables rondes, au cours desquelles on est un petit peu confronté, mis à l'épreuve ce cadre-là. Donc sur l'élaboration de la question de recherche, c'est évidemment une étape clé assez classique. On va mieux cerner, enfin on cherche à mieux cerner ce qu'on veut comprendre, et tout en essayant, je le disais, peut-être de s'affranchir de dépendance explicative, c'est-à-dire en se disant, bon voilà, on est face à des phénomènes sur lesquels on n'a pas jusqu'ici complètement travaillé. Il existe des explications, il existe déjà des propositions théoriques qui sont, voire des modèles théoriques qui sont installés. Mais le but, c'est pour nous de dire voilà, comment nous, on peut essayer à partir de nos questionnements, qui sont, Nicolas le disait, plutôt essayer de saisir la mise en instrument et les représentations liées à la légitimation des institutions de pouvoir. Donc, nous, en travaillons beaucoup sur la Commission européenne et plus généralement sur les institutions européennes, d'autres collègues travaillant sur d'autres institutions de pouvoir ou d'autres exécutifs publics. Donc l'idée, c'est de dire comment, à partir de là, on peut poser cette question. Donc on en vient à une question assez classique qui est de sociologie, ce que dit Weber, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser le langage de la sociologie, un langage original, singulier, pour essayer de décrire cette partie de la réalité sociale en l'armant d'une intention objectivante et compréhensible. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait. Alors j'allais dire en allant y voir, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit tiens il y a de la concertation, il y a de la démocratie participative, il y a des sondages délibératifs, mais c'est parce qu'on les a rencontrés les uns et les autres sur le terrain et qu'à la faveur de ces rencontres sur d'autres sujets, on s'est dit mais là il y a quelque chose parce qu'on retrouve
découvre des choses. Donc, tu parlais de Kiloli en Corée, en Tunisie, dans le cadre d'une thèse qui était en cours à Aix-en-Provence avec Amin Halal, avec d'autres travaux, Guillaume Bourg, tu l'as évoqué. Bon. Et donc l'idée c'était de se dire, bon, à partir de là, comment on peut essayer de formuler une question de recherche qui soit celle de la sociologie politique. Alors, je le disais en essayant d'utiliser un langage qui soit purement sociologique et qui a un lien avec la démarche de la sociologie politique, c'est-à-dire qui remette le politique dans le politique, qui remette notamment la question de l'État. Et donc, tu le disais, Louis, tout à l'heure, c'est en référant à Foucault, donc notre introduction, elle commence par une longue exergue de Foucault, où on dit, voilà, en gros, ce qui nous intéresse, c'est l'État, et si on regarde ce que Foucault nous dit de l'État, il dit ne cherchez pas à avoir une définition de l'État qui soit une définition juridique ou fonctionnelle, mais essayez de saisir l'État comme un ensemble, un archipel de dispositifs de gouvernementalité. Donc l'État n'a pas d'entrailles, l'État n'a pas de corps, c'est simplement quelque chose qui est une espèce de pensée. Alors il y a des endroits où il parle de pensée stratégique, etc. Donc c'est tous ceux qui participent d'une certaine manière à produire une représentation du monde social et une manière de le gouverner, hein, et donc des logiques et des instruments pour le gouverner. En même temps, c'est un peu notre crèmerie de départ, c'est pas très éloigné de ce que dit Bourdieu de l'État et de ce qu'il appelle le champ de l'État. Hein, c'est-à-dire, et donc là c'est pareil, on cite dans l'introduction, hein, il dit l'État c'est pas un corps, hein, c'est pas quelque chose qui est constitué, mais l'État c'est un champ, c'est-à-dire c'est tous ceux qui contribuent à l'intérieur de l'État, de l'administration, de l'institution publique et politique, mais aussi en dehors. Et donc là, ça renvoie à tout ce qu'il a écrit, notamment sur l'idéologie dominante, hein, avec tous ceux qui contribuent, hein, à produire un diagnostic sur la société, un projet de société, des instruments pour la gouverner. Et donc c'est aussi ça. Donc l'idée c'était de dire bon, comment on peut réintroduire cette question de la France et l'État, et donc de la manière dont, au-delà des institutions politiques et de l'État lui-même au sens juridique, comment se met en place un champ du pouvoir qui peut-être trouve à se réformer ou à évoluer, à transformer ses modes d'action à travers différents types de choses qui nous semblent quand même, sans être complètement substituables, assez proches. La gouvernance, la démocratie participative, toutes ces injonctions à la concertation, etc. Donc l'idée c'est de dire, bon, on va essayer de travailler cette question de la pensée d'État, du champ de l'État, et de voir comment finalement il se saisit, ou il est saisi par le fameux impératif que certains connaissent, impératif participatif ou délibératif. Et donc, on essaie de comprendre cette articulation entre les deux. Hein, c'est-à-dire, en gros, la question de recherche, puisque c'est le premier point que j'essaie d'évoquer avec vous, la question de recherche à laquelle on arrive assez vite, c'est ce que la pensée d'État fait du tournant participatif. On n'a pas encore inventé tout de suite, ou on n'a pas cherché à structurer plutôt, parce que je ne pense pas qu'on l'a inventé, mais à structurer la définition de ce qu'est le participationnisme, qu'on développe et qu'on essaie d'instruire, de durcir pour en faire un concept un peu opératoire. Mais au départ, on se dit, bon voilà, il y a, et je mets des guillemets, le tournant participatif. Qu'est-ce que la pensée d'État, au sens où je viens de la définir? Elle fait du tournant participatif, mais aussi inversement. Qu'est-ce que ce tournant-là, qui est aussi un peu dans l'air ambiant, qui n'est pas uniquement dans les lieux et milieux de pouvoir, mais qu'on trouve dans d'autres espaces, comment il est, d'une certaine manière, innervé aussi dans l'appareil administratif, dans l'appareil étatique, dans l'institution de représentation et de gouvernement. Et donc, du coup, c'est aussi une question qu'on peut renverser, hein, c'est ce que la pensée d'État fait du participationnisme, mais aussi ce que le participationnisme fait à la pensée d'État. Et donc, on commence à travailler cette question comme étant une question de recherche commune, avec quelques hypothèses, hein, évidemment, sur lesquelles je vais revenir, la pensée d'État, on a en tête toute une série de travaux sur l'État, les logiques profondes de l'État, je pense à des choses de Bernblom, d'Aubry, etc., qui nous disent, bon, ça produit des effets. Hein, et donc, au sens même là de Bourdieu, on mesure un champ aussi aux effets qu'il fait, hein, aux acteurs, aux actions qui sont dans son périmètre d'intervention. Donc voilà, ça c'est sur la question de recherche. La deuxième étape, là aussi assez classique dans un programme de sociologie et de sociologie politique, c'est assez classiquement d'établir ce qu'on pourrait appeler avec Passeron le régime d'empiricité de l'étude. C'est-à-dire, c'est une question assez classique, mais bon, ok, on voit bien ce qui nous intéresse, je viens de l'évoquer, mais il y a une question élémentaire, à quelle hauteur on se place et à quel endroit du monde social on se place pour observer ce phénomène. Est-ce que, alors c'est des questions sur lesquelles je pense qu'on va revenir parce qu'elles nous paraissent, elles restent, y compris nos choix restent discutables, en tout cas à discuter. Est-ce que par exemple,
c'est suffisant d'observer un dispositif participatif et à partir de là, d'essayer de produire des chaînages avec d'autres expériences, voire essayer de passer par des seuils de généralisation en prenant un cas. Est-ce que ce cas, il ne faut pas essayer de le remettre dans un contexte plus général? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de penser le dispositif aussi dans sa préparation, sa mise en œuvre, etc. Donc un peu dans sa jeunesse, son contexte. Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on dit à tous nos camarades qui ne travaillent pas sur des démocraties européennes, bah, c'était bien sympa, on a bien discuté, mais nous, si on travaille sur la gouvernance, la démocratie participative, il faut être sérieux, il faut qu'on travaille uniquement dans des régimes pluralistes avérés. Donc dès lors que vous êtes dans des régimes qui sont non démocratiques ou autoritaires, tout ce qu'on appelle gouvernance et démocratie participative, c'est de la fumisterie, c'est de la cosmétique autoritaire, donc ça ne nous intéresse pas. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, Nicolas Lizet, qu'il y a des similitudes, il y a les mêmes acteurs, qu'on connaît bien, le cas de Fishkin. Nous, on le voit à Bruxelles pour organiser le sondage délibératif sur lequel on fait 3 jours d'observation, on s'était vu, et Fishkin, dans les mois qui suivent, il organise dans différents pays, et notamment en Chine, exactement le même dispositif, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place un sondage délibératif qui est présenté comme un exercice de démocratie grandeur nature, en Chine et à Bruxelles. Donc on se dit, bon, je vais revenir là-dessus, sur cette question du régime d'empiricité, mais on se dit, bon, si on travaille sur des cas, pourquoi pas, parce qu'il nous faut des traceurs analytiques, mais ces traceurs analytiques, il faut les remettre dans une perspective sociologique relationnelle, c'est-à-dire qu'il faut les penser avec tous les acteurs qui sont partie prenante là-dedans, les remettre dans un contexte, essayer de penser, essayer d'analyser quelles sont les représentations de ces acteurs, la nature de leurs relations, les ressources qui sont les leurs. Et donc là, effectivement, ça ne suppose pas simplement de regarder les professionnels de la concertation ou les publics, mais de regarder aussi les commanditaires, de regarder ceux qui financent, ce qu'on a fait dans le papier dont tu parlais sur Tomorrow's Europe. Donc en gros, d'essayer d'avoir, là je parle de la focale, d'avoir une focale qui soit assez large, à la fois en termes d'échelle sociologique, mais aussi d'échelle historique, c'est-à-dire de prendre le plus possible finalement le contexte, les relations et on va dire la genèse des dispositifs observés. Et donc c'est une des hypothèses qui nous accompagne quand on fait de la sociologie politique, c'est le vieux mot d'ordre de Jacques Lagroix, c'est que le politique, il est le produit de la société, c'est la production sociale du politique. Et donc, d'une certaine manière, dès lors que nous, on s'intéresse à des dispositifs qui sont produits par la pensée d'État, par des gens qui représentent la prétention à l'universel, l'intérêt général, la production du bien commun, on fait l'hypothèse que ça reflète assez bien la structure sociale et les modalités de relation entre l'espace de décision, le gouvernement de la société, et les gouvernants. Et donc du coup, on se dit, bon là, il faut essayer d'aborder comme ça, et on considère que faire une approche topique, ce qu'on va appeler topique, il y a plein de travaux très intéressants par ailleurs, mais travailler uniquement sur un dispositif et uniquement sur ce qu'est le dispositif et comment le public le traverse et ce que ça peut avoir sur lui comme effet de socialisation, d'information, de transformation. On considère que c'est intéressant, mais que du coup, on enlève toute cette dimension qui nous intéresse, nous, qui en gros, qu'est-ce que ça nous dit des rapports entre l'espace des gouvernants et l'espace des gouvernés, et en quoi finalement, je vais y revenir, mais ces dispositifs de concertation, quel que soit le régime ou les espaces du monde social où ils se situent, on peut aussi les voir comme une mise en procédure de la médiation, de l'intermédiation entre justement les publics et des gouvernants. Donc ça, c'est effectivement une question qu'on se pose. Sur le régime d'empiricité, donc on règle, on pourra revenir sur les différents terrains présentés dans le dossier, puis il y a même un des auteurs qui est là, si on peut parler plus spécifiquement de la Cour. Donc ça, c'est une question importante. Alors, après, il y a une troisième étape qui est, on a bien délimité une question de recherche, on voit à peu près des régimes d'empiricité à partir duquel on veut travailler, c'est-à-dire la focale, l'endroit du social, de la réalité sociale sur laquelle on va travailler, mais on suppose bien que, et ça on ne l'avait pas fait complètement, on suppose bien qu'il va falloir discuter, dialoguer avec les champs d'études déjà constitués qui traitent de la gouvernance, il y a des bibliothèques, qui traitent de la démocratie participative, il y a des bibliothèques, qui traitent de toutes ces questions qui sont attenantes à nos objets. Donc là, ça suppose, et alors c'était l'objet de discussions particulièrement intéressantes de journées d'études, notamment celle qu'on avait faite à Paris 1, je me souviens plus quand, 2013,
Et donc du coup là c'est vrai qu'on se dit bon voilà, on va faire un peu un état des lieux pour savoir si ce qu'on fait avec notre regard de sociologue du politique non spécialiste de la concertation, non spécialiste au sens strict de la gouvernance, parce que encore une fois c'est des champs vraiment constitués notamment sur la gouvernance depuis les années 90. Si effectivement on arrive à se positionner, à se situer, quels sont les appontements, les passerelles, ou au contraire les points de désaccord qu'on a avec tout ça. Alors c'est intéressant de voir qu'on arrive d'une certaine manière avec, malgré, même si on n'est pas des poulets d'année, mais on arrive avec une forme de fraîcheur dans cette littérature, notamment sur la gouvernance. Moi je fais un cours sur la gouvernance depuis quelques années en tant qu'enseignant, mais bon voilà, je pense qu'on est sur la surface de la bibliothèque que ça représente. Là, bon, on se dit, on va y travailler vraiment, et on commence à rentrer dans les profondeurs, dans la généalogie de cette bibliothèque. On fait pareil sur la démocratie participative. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, effectivement, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui dépasse très largement l'espace des sciences sociales au sens strict, puisqu'on a aussi vraiment de la théorie dure, ou de la philosophie dure. On a toute une série aussi de praticiens qui écrivent sur leur expérience, des praticiens professionnels de la concertation ou de la gouvernance. On a même des ouvrages qui croisent un peu les deux. Le bouquin d'Hermé, c'est un petit peu ça, parce qu'il y a des gens qui ont pratiqué la gouvernance dans les instances internationales, etc. etc. Donc, c'est une vraie question, ça. C'est-à-dire à quel moment on se pose la question de où on inscrit, où on cherche à inscrire et à positionner une démarche. Et donc, peut-être que parler de participationnisme, on le dit comme ça d'ailleurs dans l'intro, parler de participationnisme, c'est une manière de dire voilà, nous on essaie du coup de ne pas parler de démocratie participative, de ne pas parler de gouvernance, d'une chose qui serait peut-être au-dessus ou au-delà de tout ça, qui est le participationnisme. Alors je vais revenir, parce qu'on cherche à le définir, mais comme étant d'une certaine manière une forme de doctrine ou d'injonction, parce qu'on peut tout à fait dire ça, qui postule finalement, oui, je pense qu'on parle trop fort, qui postule que mettre de la concertation ou de l'ingénierie de délibération dans les processus décisionnels, c'est quelque chose qui est sinon souhaitable, du moins nécessaire. Donc, à partir de là, et de cette littérature, il y a, donc je vous renvoie bien sûr à l'intro, il y a deux énigmes qui nous apparaissent constitutives d'une manière de se positionner par rapport à l'état de la littérature. C'est ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire on cherche un peu des angles morts, ou ce qui peut nous apparaître comme des angles morts, ou quelque chose qui suscite plus particulièrement qui titille notre curiosité sociologique. On dit là, tiens, il faudra aller plus loin parce qu'on n'a pas trouvé des choses dans la littérature, etc. Donc, beaucoup de choses très intéressantes, mais on se dit, tiens, ce que nous on appelle le participationnisme, ça c'est vu assez souvent comme un processus de, je disais, régénération de la démocratie. Et donc, une des hypothèses que nous on cherche à tester, c'est qu'à partir du moment où on a des cas où, je prends le cas de l'article d'Amin Halal, il montre un dispositif présenté comme de la gouvernance internationale, présenté comme de la participation, et que ça se passe dans la Tunisie d'avant le printemps arabe, d'avant 2011, on a du mal à imaginer qu'il s'agisse de régénérer la démocratie tunisienne, puisque la Tunisie n'est à ce moment-là pas du tout une démocratie. On a des cas, on peut parler évidemment de la Corée, ou d'autres cas qui sont à l'époque dans le projet. Je pense notamment au papier de Christian Pula, son collègue ethnologue, qui avait fait un papier très intéressant sur le Vietnam. On voit bien que là, effectivement, le participationnisme comme processus de régénération de la démocratie, ça ne tient pas. Et donc, il y a toute une série d'hypothèses, je le disais, notamment, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui serait plutôt une mise en procédure, une rationalisation des médiations entre les gouvernants et les autorités et les publics, qui permettrait aussi de satisfaire des demandes formulées par des bailleurs internationaux qui exigent qu'il y ait des publics, des stakeholders, des ayants droit qui soient présents dans les dispositifs de participation. Donc finalement on se dit, bon, tout ça, ça permet effectivement de produire une catégorisation, les stakeholders, des publics, etc., où tout le monde se retrouve sans qu'on soit obligé de parler nécessairement de démocratie. C'est le cas notamment dans certains cas. La deuxième énigme, c'est effectivement quelque chose qui est assez classique pour des sociologues du politique.
Elias, Weber, un certain nombre d'auteurs, je pense évidemment à Bourdieu, nous disent que l'État, on peut le définir comme étant le résultat d'un processus de concentration des monopoles d'autorité. Et donc notamment du monopole à dire le politique, c'est-à-dire à dire ce qu'est la société, son avenir, son chemin, ce qu'est la communauté de destin, à édicter le bien commun et prétendre à l'universel. Et donc, on peut avoir l'impression que ce participationnisme, il se présente, ou il est lu parfois comme un processus de démonopolisation partielle, évidemment, hein, car personne n'est dupe de tout ça, mais que ça peut être présenté comme de démonopolisation, donc volontaire, des autorités publiques, de l'État, des administrations, qui du coup disent non, on ne peut pas faire ça seul, on a besoin de vous, on a besoin des publics, on a besoin de votre avis. Là je peux prendre des exemples évidemment de la Commission européenne qui dit mais il n'y a pas de démocratie si on n'a pas ce dialogue, on n'a pas ce retour des citoyens. Bon, c'est juste après le crash électoral de 2005, hein, évidemment. Et nous, on se dit, bon, très bien, c'est intéressant, mais imaginez que, là, c'est pareil, hein, nos cas de situation autoritaire ou non franchement démocratique nous invitent à penser que ça ne tient pas. Et que, d'une certaine manière, il s'agit peut-être d'autre chose. Hein. Et donc là, notamment, je renvoie aussi à ce que dit Weber. Weber parle de la décharge de l'État. Hein, il dit quand l'État est constitué autour de ses monopoles, et quand il ne fait pas une chose, il ne détient pas un monopole d'autorité sur une de ses fonctions qui devrait lui revenir, il s'en décharge sur un groupe social, mais ça peut être même des mafias, des pirates, hein, donc il y a toute une mise en perspective historique où on dit mais tout ça est toléré par l'État. Si l'État veut mettre un terme, donc il y a des régulations formelles et informelles avec des groupes sociaux, des entreprises qui vont gérer une partie de ce que l'État devrait faire, mais comme l'État ne veut pas s'en saisir, il y a une décharge. Et il y a une décharge parfois parce que l'État n'est pas légitime pour le faire. Et donc du coup, on va demander plutôt à des associations de le faire, ou comme on peut pas faire de l'ingérence, on va demander à des ONG sous Logic of Framework, c'est finalement un certain nombre de contraintes imposées par les institutions interétatiques, d'agir à leur place. Et donc du coup, on se dit, tiens, est-ce que c'est une démonopolisation, est-ce que c'est une décharge? Et par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est une forme de privatisation, hein, vous parlez de reflux, tous ces thèmes-là qui nous montrent effectivement qu'en même temps, on ne peut pas considérer que l'État tel qu'il existait jusqu'aux années 70, peut-être même 80, ou moins jusqu'aux années 70, il est intact. On voit bien qu'il y a quand même des morceaux de ces monopoles d'État qui ne sont plus aujourd'hui complètement... Donc ça, c'est deux énigmes hein, dont on se dit, là, il y a quelque chose à fouiller. Donc d'une part, je disais, casser l'équivalence qui existe entre gouvernance, démocratie participative et régénération de la démocratie. Donc ça, on se dit, il y a des choses, effectivement, il y a des liens logiques, mais ils ne sont pas tous logiques. Et il n'y a peut-être pas que des équivalences là-dedans. Voilà. Et deuxième équivalence qui nous constitue pour nous une énigme, ce qu'on décide d'investiguer collectivement, c'est cette équivalence entre participationnisme égale démonopolisation volontaire et, on va dire, réelle de l'État. Donc je renvoie à l'intro, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais voilà. Donc du coup, à partir de là, je le disais, et j'en finirai par là, on a essayé, selon le principe assez classique d'induction analytique, hein, c'est-à-dire de construire un concept qui nous paraisse produire des effets de sens et des effets de connaissance, et qui soit applicable à l'ensemble des terrains qu'on avait étudiés. D'où cette idée de reprendre, de forger, de travailler ce concept de participationnisme, et de dire, bon voilà, en gros, nous ce qu'on fait, parce que le participationnisme, je le disais tout à l'heure, il existe avant et en dehors du moment où il est saisi par l'État, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le participationnisme d'État ou le participationnisme d'institution qui présente des formes spécifiques et notamment qui, d'une certaine manière, est mis en forme par les logiques. Je parlais tout à l'heure par les logiques profondes de l'État, on n'utilise plus cette notion-là, mais bon, elle fait sens. Donc du coup, à partir de là, on définit ce concept, ce qui nous permet de dire que parler de participationnisme, ça élargit, au sens de Becker, le concept de participation. Hein, et on dit, voilà, on fait le pari de voir si, en tirant sur le concept, en l'élargissant, en parlant de participationnisme, est-ce que ça produit des effets de sens? On va y revenir, je pense que sans doute, en tous les cas, nous, on y est convaincus.
Ça nous permet de ne pas utiliser, tu le disais, et ça, il y a une partie de la sociologie, notamment la sociologie critique, qui est très attentive à ça, de dire au moins vous n'utilisez plus des notions, des concepts, des termes indigènes, la gouvernance, qui, voilà, dès qu'on va parler de gouvernance, on va dire attention, ça, de fait, c'est les institutions qui en parlent, c'est les professionnels de la gouvernance. On parlait de participationnisme, on voit bien en quoi dans la gouvernance il y a une logique inclusive, collaborative, de coopération, voilà, donc, de coproduction des politiques, mais de fait, c'est vrai que le terme il est chargé de sens, hein, saturé de sens par les praticiens, par les professionnels, par les acteurs, par les indigènes d'une certaine manière, les indigènes institutionnels. Et donc, on pousse ce concept de participationnisme d'institution, et donc on le définit, je vous donne la définition qu'on en donne, on le définit comme la doctrine, qu'elle se manifeste sous la forme d'une conviction, de programme, d'action concret, ou d'ingénierie socio-technique, ou encore de propositions théorico-éthiques. C'est toi, ça. Voilà. Qui défend, donc, une doctrine qui défend l'introduction de procédures organisées de délibération, de participation et d'enrôlement d'acteurs non institutionnels dans la production décisionnelle. Donc, c'est comme ça qu'on le définit. Donc, à la fois, on élargit, au sens de Becker, on cherche à élargir le concept, tout en lui donnant quand même un minimum de consistance, hein, pour qu'il soit opérateur. Alors, je vais redonner la parole à Nicolas pour conclure, mais nous, voilà, on est content de pouvoir en discuter, justement, parce que l'idée, c'est qu'il nous semble qu'avec les défauts d'une démarche, la fraîcheur de ceux qui ne sont pas des spécialistes, effectivement, du champ, et donc et aussi les faiblesses que ça comporte, il nous semble que ce concept de participationnisme d'institution, de participationnisme d'État, dans les différents papiers qu'il utilise, bon, ça permet de dire des choses et d'avoir une même ligne ou un même regard finalement. On regarde au même endroit, on essaie de voir les mêmes processus à travers les différents terrains étudiés. Donc ça produit à la fois des effets de connaissance et des effets de convergence explicative. Par ailleurs, je m'arrêterai là, sur les deux énigmes que j'évoquais tout à l'heure, ça nous paraît là aussi éclairé, hein, sinon définitivement expliqué, mais éclairer un certain nombre de choses. Sur le participationnisme comme démonopolisation, je le disais, ça permet de travailler la notion de décharge et de voir, notamment c'est ce qu'on fait un petit peu dans l'introduction, puis dans certains papiers ça va plus loin, de voir que derrière la gouvernance ou la démocratie participative, donc derrière ce que nous on appelle le participationnisme, on a une nouvelle division du travail du gouvernement, qui peut passer effectivement par une privatisation, par une ouverture à la société civile, et qu'en tous les cas, effectivement, il s'agit bien de ne pas considérer qu'il y a simplement un reflux de l'État ou une démonopolisation de l'État, mais qu'on a une nouvelle vision du travail du gouvernement dans lequel il y a davantage d'acteurs non institutionnels et d'acteurs privés, mais que finalement la pensée d'État, parce que je reviens à elle, la pensée d'État, elle, est bien la même, à travers ces formes de décharge. Et donc sur la deuxième énigme, le participationnisme comme processus de régénération de la démocratie, là on voit bien, mais ça a été montré par d'autres auteurs, mais ça confirme nous sur nos différents terrains, on voit bien que ce participationnisme, c'est d'abord et avant tout une procéduralisation des espaces d'intermédiation entre gouvernants et gouvernés, je le disais tout à l'heure, et que ça se voit à travers ce que nous on observe et que d'autres ont observé, je pense à des travaux bien sûr en France mais aussi au-delà. Donc il y a un marché finalement du participationnisme avec des positions professionnelles, des marchés publics, des marchés privés, des agences, des appels d'offres, qui a toute une économie sociale de relations, de pratiques, de transactions autour de ce participationnisme. Et donc d'une certaine manière qu'on est bien dans, ça rejoint le premier point, on est bien dans cette recomposition de la division du travail du gouvernement où on voit apparaître, au sens assez classique d'une rationalisation et d'une différenciation des pratiques, on voit bien apparaître de nouveaux professionnels, de nouveaux mandats au sens de Hughes, de nouveaux mandats professionnels. Et donc là, on a bien quelque chose qui montre que dans les régimes démocratiques comme dans les régimes non démocratiques, on a cette nouvelle manière finalement cette nouvelle façon de concevoir les médiations entre gouvernants et gouvernés, et que ce qui est principalement à l'œuvre à travers ça, c'est une nouvelle catégorisation des acteurs. Et donc cette idée notamment de stakeholder, elle est intéressante parce qu'on va la trouver partout, et c'est très extensif dans cette catégorisation, puisque elle permet justement de parler de parties prenantes ou d'ayants droit dans des régimes où la démocratie n'est pas tout à fait à l'agenda politique. Et donc ça, c'est un point qui est assez intéressant, et de la même manière que, y compris dans certains
certains dispositifs, la manière dont on va définir les publics ou les agents de la concertation, on voit bien qu'on a une nouvelle catégorisation, finalement, de nouvelles catégorisations qui sont à l'œuvre pour organiser quelque chose qui est une relation qui, d'une certaine manière, se réfère au paradigme démocratique, celui de la délibération, mais qui n'est qu'une modélisation au sens de Goffman, puisque finalement on n'est pas toujours dans un espace de pluralisme parfait ou de suffrage au sens de suffrage universel. Quand même, malgré tout, rentrer dans la discussion, je vais rapidement présenter quelques résultats. Philippe a largement présenté aussi notre démarche en présentant des éléments de résultats. Pour le redire encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a un peu élargi la définition de la participation que, on a fait n'importe quoi. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est que partout où on l'a élargi, on rencontre la participation. On ne rencontre pas la participation comme on entendrait peut-être juste participation, mais pour autant, les acteurs disent faire de la participation. C'est aussi pour ça que ça nous a intéressé, qu'on a tellement dû élargir le cas, c'est qu'à chaque moment, y compris là où on n'attend pas, sur les politiques de développement, sur la sortie de guerre, c'est peut-être là où on attend le moins, sur la sortie de guerre, on nous dit c'est la participation. Alors, c'est pour ça que, pour le retraduire encore une autre fois, si on prend les termes de la sociologie de l'innovation, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment et pourquoi des acteurs, des agents sociaux, publics ou privés, étatiques ou capitalistiques, se trouvent à un moment donné intéressés à la promotion d'une idéologie. On l'a dit plusieurs fois, ce qui caractérise l'ensemble de nos papiers, c'est qu'il y a une production intellectuelle, d'expertise scientifique, et pourquoi ces institutions, ces agents privés et publics, plutôt que ou publics, étatiques et capitalistiques. On a les deux, les entreprises, les grandes entreprises, l'État, les institutions, le conseil régional, ont intérêt à ces théories. Plus encore, ce n'est pas parce qu'on est critique que ça leur déplaît. C'est là aussi où c'est étonnant, c'est que la critique scientifique, la critique académique, elle est retournée, elle est faite sienne, elle est arrangée pour permettre la promotion, malgré tout, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est très frappant dans le cas de l'Union européenne. Les experts qui produisent, qui sont financés via les PCRD, mais pas seulement, c'est-à-dire qui produisent aussi de l'expertise indigène pour les institutions, font des rapports critiques. Et cette critique, elle est complètement comprise, sédimentée. C'est-à-dire que, contrairement à une lecture qui serait purement, j'allais dire, c'est ce que je disais, bêtement gramscienne d'une idéologie qui s'impose, les acteurs sont pas idiots. Ils lisent les travaux, ils les digèrent et ils les font leurs. C'est là aussi sans doute la force d'imposition de la chose, c'est que ces travaux sont complètement digérés. Ce qui est intéressant aussi dans cette conceptualisation, c'est qu'on a l'habitude de voir plutôt la question de l'émergence de la participation du côté des origines féministes, des mouvements blacks, syndicaux, autogestionnaires, ce que montrait bien Raphaël Baquet, non pas Raphaël, comment il s'appelle, Marie-Hélène Baquet, je suis trop pris par la campagne électorale, et Yves Saint-Omer dans leur livre de 2011, où il retrace toute la genèse de la participation, mais ce discours-là, il est présent dans les institutions, mais il est mis en avant alors même qu'il y a une autre genèse qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus structurante, qui est la genèse néo-managérienne. Et ce qui est intéressant, c'est la rencontre de ces deux éléments-là, et qui est extrêmement difficile à analyser, parce que quand on commence à regarder du côté du néo-managérianisme, on nous dit, oui, mais vous oubliez qu'il y a quand même tout le travail de régénération démocratique via ces mouvements sociaux-là. Oui, ils sont là, mais c'est pas parce qu'on les oublie pas, mais les institutions font les deux éléments-là. C'est ça qui est intéressant, et il y a une forme d'encodage de la société civile dans ce discours de la participation, y compris d'une démocratisation, dans des régimes, comme l'a dit Philippe, pas toujours démocratiques, avec une remise en cause des frontières du public et du privé. C'est très clair dans le cas de la Corée du Sud, donc très clair dans le cas du Burundi, encodage d'une société civile qui a aussi besoin de ces dispositifs, simplement pour avoir, c'est pas si simple que ça, être récipiendaire des subventions internationales.
Ça suppose aussi, et ce qui est très, très évident, Philippe l'a dit, une procéduralisation, une mise en place d'ingénierie qui circule. C'est vraiment une boîte à outils qu'on peut mettre à disposition parce qu'elle circule via ces expertises qui circulent, parce que les experts circulent, et ces dispositifs, on va choisir dans ces boîtes à outils les dispositifs qui fonctionnent le mieux et qui semblent le plus adaptés. Il y a une procéduralisation, c'est le cas, et c'est vers là qu'on a poussé Guillaume Bourg dans son texte, procéduralisation ingénierie, puisque, on le voit dans le Conseil régional du Rhône-Alpes, ce qui est important, c'est d'arriver à un fichier, le fichier des 11 000, qui permet d'avoir une société civile dans laquelle on peut puiser. C'est-à-dire que ce n'est pas la société civile qui se mobiliserait spontanément, contrairement à ce qu'on attendrait, mais justement d'avoir un fichier qui permet d'avoir une gestion de la participation. Quand on a besoin, on a ce fichier, on va chercher les citoyens dont on a besoin. C'est aussi le cas, et c'est sans doute le plus intéressant dans le cas de l'Union européenne, puisque, comme on l'a dit, on a travaillé sur ces questions depuis 2005, maintenant on est en 2017, on a vu toutes les phases, et on a continué à travailler, à suivre les différentes phases. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a la crise de 2005, on va chercher vraiment pendant 3, 4, 5 ans la question de la participation au sens GIS participation, c'est-à-dire avec des dispositifs participatifs, de participation du public, on va organiser des forums, des sondages délibératifs, on va utiliser tout ce que l'on trouve dans la littérature sur la participation. Mais en fait, et c'est ce qu'on montre dans le papier, très vite l'institution elle-même se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose. Avec des discours extrêmement critiques qui vous feraient sans doute tomber de la chaise si vous les lisez jusqu'au bout. En gros, on dit elle est marrante, Margot Wallström, avec sa quincaillerie participative. Tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et le mot quincaillerie participative, c'est des choses qu'on entend, nous, dans la bouche de nos acteurs. Hein. Ce n'est pas nous qui l'utilisons. C'est parce que ça coûte cher et ça ne produit pas beaucoup de résultats. Au contraire, ce qui marche bien, et c'est le tour de passe-passe du nouveau traité, c'est l'article 10 et 11. L'article 10 qui reconnaît la démocratie représentative, l'article 11 la démocratie participative, via l'ICE. L'ICE, l'Initiative citoyenne européenne. Ça marche bien. C'est pas du tout participatif. L'intérêt, c'est d'avoir un dispositif qui fait parler l'Europe comme le voudraient les institutions européennes. Et c'est-à-dire qu'on a une société civile qui parle comme des lobbyistes. Et je vais vous citer un cas. Lorsque on regarde le guide de la bonne ICE, comment on propose une bonne ICE, on lit la chose suivante. Les compétences de lobbyiste représentent la base du montage d'une initiative réussie, même si l'enjeu, et c'est eux qui soulignent, doit être également de s'intégrer à un mouvement social et ou à un mouvement d'opinion. Tout ceci avec pour ligne de mire la récolte du million de signatures en un an. Un challenge nécessitant de mobiliser des ressources et des moyens propres aux lobbyistes. Donc on voit très bien que pour les institutions européennes, elles ont tout intérêt au sens fort du terme à développer un dispositif en ligne qui permet de travailler avec Twitter, Facebook, etc., mais où on propose un texte de loi écrit comme l'écrirait un lobbyiste et qui suppose des compétences de lobbyiste. Le résultat final, c'est qu'aucune ICE n'a abouti, il n'y en a que 3 qui ont récolté 1 million, aucune n'a abouti dans les bonnes formes du terme, et surtout, ce qu'on observe sur le long terme, c'est qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de nouvelles ICE qui sont produites, alors que lorsque ça a été créé, il y a eu tout un mouvement un petit peu associatif, de sociétés civiles mobilisées, de syndicats, attaques, etc., qui se sont mobilisés. Mais tout ceci s'est essoufflé parce que c'est trop coûteux et que ça ne sert à rien, puisqu'il faut être lobbyiste pour le faire. Tout l'idée d'une démocratie qui s'est économique. De la même façon, comme Philippe le disait, il y a un marché d'experts. Il faut réussir dans ce marché à pouvoir parler comme le voudraient les institutions. C'est le cas du Burundi où Sarah Dezalé nous montre que bien participer dans ce cadre-là, c'est maîtriser les log frames et les know-how qui sont, et là encore, en français dans le texte, les termes attendus par la Commission pour bien déposer son dossier. Avant-dernier point, je vais vite pour qu'on passe à la discussion. Ce qu'on observe sur tous les cas, c'est qu'il y a l'enrôlement. Ce qui est intéressant à observer, c'est que partout, les dispositifs, les protocoles
font un travail d'enrôlement et des citoyens et des représentants de la société civile. Lorsqu'on regarde, et ce qui nous avait frappé dans les dispositifs participatifs de l'Union européenne, c'est un enrôlement pour former des bons citoyens qui ont une opinion raisonnée, qui savent parler, encore une fois, comme on attendrait qu'ils parlent d'eux. Mais c'est aussi le cas de la Tunisie de Ben Ali. Il y a un moment donné, ce que nous montre Amin Halal, quand il y a des gens qui se prennent au jeu de la participation, qui posent des questions, qui commencent à utiliser des dispositifs pour poser des questions, etc., on lui dit très sèchement, on n'est pas là pour faire de la politique. On est là surtout pour bien rentrer dans le dispositif et récupérer les subventions. Donc tout ce qui est politique, ça on laisse de côté, on ne veut pas le voir, on veut éviter la conflictualité. Ce qui est important, c'est d'arriver à bien participer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans cette idée d'enrôlement, c'était aussi le papier qu'on avait au départ sur le Mexique, des associations qui étaient pour la lutte pour la corruption au Mexique n'étaient pas dupes de ce qu'attendait le PNUD, mais ils se fiaient, ils reprenaient les t-shirts, les casquettes imposées par le PNUD, mais ce qui était important pour eux, c'est de rentrer dans le dispositif pour avoir les subventions. Ce que montrait également Christian Cula sur le Vietnam, on jouait le jeu et après coup, on se redistribuait les subventions à l'intérieur de la communauté villageoise tenue par le PC vietnamien. Enfin, et c'est là où ce qui est intéressant dans ce tournant du participationnisme, c'est l'idée de la publicisation. C'est qu'à chaque fois, on a les choses qui sont rendues publiques. Les institutions de pouvoir se mettent en scène. Le participationnisme, c'est aussi la mise en scène de la participation. La mise en scène de la légitimation via la participation. C'est regarder ce qu'on fait, on est ouvert, puisqu'on vous montre comment ça se passe. C'est même une injonction de la participation, du participationnisme, de donner à voir ce qu'on fait. Et c'est se montrer sur l'arène publique. Alors c'est montrer sur l'arène publique en évitant la conflictualité, puisqu'on a tout préparé par avance, et qu'au final, ça se passe toujours bien. C'est en même temps pour nous chercheurs une difficulté, c'est qu'on a très facilement l'impression, vous pouvez même être grisé par la chose, d'avoir un accès facile au terrain. Bon, il est extrêmement aisé d'avoir quantité de données sur des terrains difficiles ou lointains. On a tout à notre disposition. On a des rapports, la littérature grise, des choses dont on a l'impression qu'on ne pourrait ne pas avoir. On a des résultats d'enquête, y compris dans le dispositif Fishkin de la Commission européenne. On voit très clairement des biais sociologiques énormes en termes de représentativité d'échantillons. C'est-à-dire que si on veut faire une analyse de l'échantillon, on en fait un encadré ici, mais on pourrait faire des pages sur les biais liés à ce sondage délibératif organisé par Fishkin, mais c'est mis là, mais c'est pas utilisé parce que c'est encodé par les institutions, par Margot Wallström quand elle reprend les résultats, sous une autre forme. Sous une forme, vous voyez, il y a l'opinion publique européenne, elle existe, on l'a rencontrée. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est parfois de reprendre de la distance par rapport à ce terrain qui pourrait paraître facile d'accès. Je vais m'arrêter là parce qu'on a été... J'ai bien compris. On a commencé tard. Un peu...